Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième et dernière partie consacrée à la théorie des vagues d'Elliott. Nous allons à présent aborder les notions les variantes en fait et les cas particuliers. On va commencer par la vague 5 en avortement. Alors une vague 5 en avortement est une vague 5 qui va venir buter sur le point extrême enregistré par la vague 3. Cette vague 5 ne va pas parvenir à dépasser ce point extrême. Et donc si on est dans une impulsion haussière, on va être en présence d'un double top. Et si on est en présence d'une impulsion baissière, ce sera un double bottom. Alors la difficulté, c'est d'être sûr qu'on est bien en présence d'une vague 5. Parce que cette vague 5 peut en fait s'assimiler à une vague B. Comme vous le savez, si vous avez suivi les modules, les parties précédentes sur la théorie des vagues d'Elliott, la phase de correction classique en zigzag comporte 3 parties A, B, C. Et la vague B en fait vient retracer une partie de la vague A, et dans certains cas on peut même revenir jusqu'au point de départ de cette vague A, et par conséquent si on est dans ce cas de figure, on peut être en présence en fait d'une vague B qui ressemble à une vague 5. Donc il va nous falloir trouver un moyen de pouvoir distinguer ces deux types de vagues pour être sûr que notre décompte est totalement valable. Alors il y a une technique, comme vous le savez, les vagues directionnelles sont des vagues qui se décomposent en 5 sous-vagues, alors que les vagues de consolidation se décomposent en 3 sous-vagues. Et de ce fait, on a déjà notre réponse rien qu'en disant cela, puisque étant donné qu'une vague 5 est une vague directionnelle, elle doit comporter 5 sous-vagues, alors que la vague B, qui est une vague de consolidation, doit encore en comporter que 3. Par conséquent, nous avons juste à regarder au degré n-1 la composition de cette vague, de cette prétendue vague 5, pour savoir si c'en est bel et bien une, ou bien si au contraire on est en présence d'une vague B. Donc si vous avez 5 sous-vagues, c'est bon, votre décompte est bon. En revanche, si vous n'en comptez que 3, là il faudra évidemment considérer que votre décompte contient une erreur. Il faudra le revoir, et donc ça voudra certainement dire que le top de la vague 3 n'est pas un sommet d'une vague 3, mais plutôt le sommet d'une vague 5, et dans ce cas là le bottom de la vague 4 sera peut-être la vague A de la phase de correction qui aurait été entamée. Deuxième variante, il s'agit des vagues en extension. Alors nous en avons déjà parlé dans la partie numéro 2. On va refaire un rappel pour ceux qui n'ont pas forcément visionné cette deuxième partie. Et de toute manière, je pense que c'est pas inutile de se reconcentrer là-dessus un petit peu quelques instants. Alors comme vous le savez, les vagues directionnelles, donc ce sont les vagues 1, 3 et 5, souvent il y en a une de ces trois-là qui est en extension. Alors qu'est-ce qu'une vague en extension? C'est une vague dont les sous-vagues qui la composent peuvent être comparées à des vagues de degré n+1, que ce soit au niveau de la taille ou de la durée. Et donc par conséquent, dès lors qu'on est en présence d'une vague dont les sous-vagues sont comparables avec les vagues de degré n+1, on est en présence d'une vague en extension. Alors c'est souvent la vague 3 qui est concernée. La raison, elle est simple, c'est que la vague 3 représente le cœur de l'impulsion, le cœur de la tendance. C'est dans cette vague-là qu'il y a un consensus au niveau des investisseurs, des professionnels qui sont présents, les particuliers qui rentrent également dans cette vague 3 un petit peu plus tard. Et donc cette vague 3 est souvent la vague qui est celle qui est en extension. Il faut nuancer ce propos malgré tout, parce que si vous êtes sur les matières premières, vous avez peut-être constaté des phénomènes d'overshoot, des phénomènes d'accélération en fin de tendance. C'est ce qu'on a pu noter sur les matières premières agricoles à de nombreuses reprises, ce qu'on a pu voir sur le pétrole il y a quelques années, même sur l'or on a vu des phénomènes d'accélération absolument incroyables, et c'est vrai que les décomptes classiques ne permettent pas de retomber sur nos pieds. Il faut souvent y voir des phénomènes de vagues en extension, et dans les matières premières donc ce sont souvent les vagues 5, les vagues terminales de l'impulsion qui sont en extension. Donc c'est vraiment une petite particularité de cette classe d'actifs. Alors à présent nous allons aborder les types de corrections. Alors vous le savez tous, la correction basique dans la théorie des vagues d'Elliott, c'est la correction en ABC, dite en zigzag. Néanmoins on peut distinguer d'autres formes de correction. La première est le double zigzag. D'ailleurs on peut également trouver des triples zigzags. Alors, le double zigzag est en fait deux zigzags qui sont accolés et qui sont reliés par une vague temporaire, ici appelée X, et qui se décompose en 3 sous-vagues. Donc la première partie, le premier zigzag
est appelé W, le deuxième Y, et les deux sont reliés par une vague temporaire qui s'appelle la vague X, qui se décompose en 3 sous-vagues. Donc en général la correction est plus prononcée qu'un zigzag classique évidemment, et donc en amplitude c'est plus prononcé, mais également en durée, on peut avoir des corrections qui peuvent durer beaucoup plus longtemps. Et je vous raconte pas si c'est un triple zigzag, là également on va avoir une durée de la phase de correction qui peut vraiment être très très longue. Et des fois c'est vrai que c'est assez dur du coup de savoir exactement dans quel cycle on est, dans quelle phase du cycle, parce que quand vous avez des corrections qui durent autant, c'est un petit peu délicat à mettre en évidence. Deuxième type de correction, c'est ce qu'on appelle les corrections à plat, ou les flat corrections. Ce sont des corrections en fait où la vague A va retracer en fait l'intégralité du mouvement de la correction globale. Ce qui veut dire que le bas de la vague C ne va pas parvenir à enfoncer le bas de la vague A. Et c'est un cas de figure où on a la vague B qui revient sur le sommet de la vague A. Donc pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur les vagues 5 en avortement, là on peut très bien avoir un doute, est-ce qu'on est dans une flat correction ou bien est-ce qu'on est vraiment est-ce qu'on vient vraiment de réaliser le top de la vague 5. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est en regardant les sous-vagues que vous aurez la réponse. Troisième type de correction, c'est ce qu'on appelle le double top. Alors si vous avez des connaissances en analyse technique, vous connaissez certainement cette figure de retournement assez classique. Par ailleurs, si vous souhaitez avoir des compléments d'information sur cette figure de retournement, je vous invite à aller consulter la vidéo que nous avons réalisée sur cette figure, où nous détaillons les différents cas avec des exemples et avec les différents critères de validité. Bref, revenons à la théorie héliotiste. On peut donc avoir une correction qui prend cette forme de double top. Ça commence en fait comme une correction à plat, si ce n'est que là on va enfoncer le point bas, si on est dans le cas d'une impulsion haussière, d'un cycle aussi, on va enfoncer le point bas de la vague A, et comme vous le savez, on peut calculer très facilement l'objectif d'un double top en reportant la hauteur de la figure au point de cassure de la ligne de coup. Ici la ligne de coup est représentée par le support qu'on a pu tracer une fois que le bas de la vague A a été établi. Donc il vous suffit tout simplement de reporter la hauteur BA au point de cassure de A pour avoir l'objectif de la vague C. Quatrième type de correction, c'est ce qu'on appelle les triangles. Alors, ce sont également des consolidations qui se font de manière horizontale, parce que ces corrections sous forme de triangle sont des triangles symétriques. On n'aura pas de correction en forme de triangle ascendant ou descendant, ou bien ça sera légèrement asymétrique, mais ça ne sera pas vraiment un triangle ascendant ou descendant. Ça sera toujours dans l'esprit une forme relativement symétrique. Donc au sein de ce triangle, on peut compter 5 sous-vagues, chacune décomposée en trois parties. Alors je vous ai mis quelques exemples concrets de décompte héliotiste pour que vous puissiez vraiment voir concrètement comment on peut faire ces décomptes là. Et c'est vrai que le schéma de base c'est vraiment qu'un schéma, c'est vraiment quelque chose de très basique, mais dans la réalité c'est vraiment très différent. Il faut avoir l'œil aguerri et avoir comme une certaine expérience au niveau des vagues d'Elliott pour pouvoir distinguer l'ensemble des vagues et surtout être sûr que les règles sont bien respectées. Donc ici c'est le cas. On peut commencer par analyser la vague 2 qui est une vague 2 très profonde qui va retracer quasiment l'intégralité de la vague 1. Par la suite on a la vague 4 qui va à elle retracer un pourcentage relativement faible de la vague numéro 3, entre 38,2 et le 50%. Donc on a vraiment une alternance au niveau de l'amplitude entre ces deux vagues. Donc là je vous renvoie à ce que nous avons pu voir dans la deuxième partie. Par la suite on a une vague 5 que l'on peut dire en extension. Pourquoi ? Tout simplement parce que si on regarde les sous-vagues qui la composent, on se rend compte que celles-ci, que ce soit en amplitude ou en durée, peuvent être comparées à des vagues de degré n+1. Par conséquent, comme je vous l'ai bien expliqué, cette vague 5 est très certainement une vague 5 en extension. Par la suite, on a un zigzag assez classique qui se met en place, avec une correction en ABC assez normale, et surtout des vagues A et C qui sont assez proches en amplitude qu'on peut vraiment comparer. Alors, je vous ai dit dans la partie numéro 2 que dans la plupart des cas, la phase de correction venait se terminer dans le range de la vague 4. Ici, ce n'est pas le cas puisqu'on va un peu plus bas.
mais on va pas non plus beaucoup plus bas. On n'est pas revenu sur le point de départ de l'impulsion, donc on est comme assez proche de l'esprit vraiment d'un cycle classique héliotiste. Alors sur ce schéma, c'est un exemple un petit peu plus exhaustif, un petit peu plus complet, puisque nous avons décidé de vous décompter les sous-vagues et même les sous-vagues de degré N-2 dans certains cas. Donc c'était juste pour vous montrer comment on pouvait vraiment décomposer quasiment l'ensemble des mouvements de hausse ou de baisse qui composent finalement l'évolution qui compose l'historique d'un sous-jacent. Alors dans certains cas, il est très difficile de savoir si tel ou tel décompte est le bon. Ici, je vous ai mis un exemple avec 2 décomptes possibles, et finalement, on se rend compte que ces 2 décomptes sont valables. La différence en fait va tenir entre va commencer avec au niveau de la phase d'impulsion, au niveau de la vague 3. Dans le premier cas, on a une vague 3 qui s'arrête sur un premier point extrême de marché, et dans le deuxième cas, ce point 3 ce sommet de la vague 3 va aller beaucoup plus haut. Et après du coup ça a un impact sur les vagues qui suivent. Donc on va essayer de voir ça un petit peu plus en détail. Alors ici nous sommes sur le premier exemple avec une vague 3 qui s'arrête sur le premier top que nous avons mis en évidence. On se rend compte qu'au niveau des sous-vagues on peut bien compter 5 temps. Par la suite la vague 4 en compte bien 3, donc ça c'est totalement bon. La vague 5 en compte également 5, donc ça respecte le principe de la vague directionnelle. Par la suite, on a une correction à plat qui se dessine avec une vague A décomposée en 3 temps, une vague B en 3 temps également et une vague C en 5 temps. Donc là, j'ai envie de dire c'est un schéma assez classique avec juste une variante au niveau de la phase de correction. Et une vague en extension certainement pour la vague numéro 3. Mais bon, c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment. Mais on peut également y voir un autre décompte. Finalement, la vague 3 qui s'arrêtait ici, on pourrait très bien considérer que finalement cette partie-là fait partie intégrante, est une sous-vague en fait de la vague 3 qui s'arrêterait sur les tops. Et donc là on peut voir qu'il y a vraiment également 5 temps à la hausse, donc on peut vraiment estimer que ce décompte est totalement valable également. La vague 4 comporte 3 temps, donc ça c'est totalement bon. Au préalable c'était une vague A qui comporte 3 temps parce on considérait qu'on était dans une correction à plat, donc les deux sont possibles. Et ici, on peut également décomposer la vague 5, qui a auparavant été une vague B, en 5 temps. Alors, vous allez me dire, oui, mais il n'y avait que 3 temps dans le slide précédent. C'est vrai, il n'y avait que 3 temps. On peut revenir. Il y avait 1, 2, 3. C'est 3 temps assez marqués, avec des phases vraiment très très claires. Mais si on va un petit peu plus dans le détail de cette phase de rebond, on se rend compte qu'il y avait comme un mouvement de hausse avec un repli dès le début de ce mouvement haussier. Et par conséquent, il n'est pas non plus totalement faux de dire que cette phase de hausse peut se décomposer en 5 temps. Par conséquent, ce décompte est également valable. Alors, la seule différence majeure, ce qui peut nous faire pencher éventuellement pour le premier scénario, c'est que la phase de correction qui suit est un petit peu particulière, est un peu complexe. On est certainement dans une phase de double zigzag ou de triple zigzag. Bon, on n'est pas rentré dans le détail, mais c'est vrai qu'au niveau de la phase de correction, par la suite, c'est un petit peu moins évident que la correction à plat de l'exemple précédent. Mais on a malgré tout un mouvement de baissier dans un premier temps qui est caractéristique d'une vague A. On a une vague B en 3 temps. Bon, là-dessus, pas grand chose à dire non plus. Et derrière, certainement une vague C un petit peu alambiquée. Donc voilà, c'est tout pour ce module de formation en 3 parties consacré à la théorie des vagues d'Elliott. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous. N'hésitez pas à revenir sur chacun des points. Et ce qu'il faut surtout, c'est bien comprendre les bases. Parce que dès lors que vous avez bien compris le schéma classique et surtout bien assimiler les règles d'or et l'ensemble des constats, normalement vous devriez, avec un peu de pratique, être capable de vous y retrouver dès lors que vous serez devant un graphique vierge. Donc en ce qui me concerne, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur AT Chart pour d'autres formations en vidéo.